Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Il y en a qui font ce métier-là pour le plaisir, d'autres pour les revenus que ça peut apporter, que ça peut engendrer, que ce soit pour l'un, que ce soit pour l'autre. C'est un métier vraiment passionnant que celui de trappeur. Alors, j'en discute avec mon invité qui est lui-même un trappeur émérite, M. Claude Gauthier. Monsieur Gauthier, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Monsieur Gauthier, oui, puis je l'ai dit parce que moi, je ne trappe pas, mais je jase avec des trappeurs qui sont vos amis, puis qui me disent ils me disent tous que Claude Gauthier, c'est un des trappeurs émérites, c'est un des trappeurs extraordinaires que nous avons chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Je vous flatte en partant. Bien, c'est sûr qu'il y en a pas mal. Ça regroupe l'Abitibi-Témiscamingue à environ 900 trappeurs. OK. Mais qu'est-ce qui fait que... Comment c'est que je pourrais poser cette question-là en ne vous mettant pas mal à l'aise, là? Mais qu'est-ce qui fait qui fait un bon trappeur je dirais pas un mauvais trappeur? Parce que ça, dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle profession, il y en a qui sont une coche de plus que d'autres. Ça, il faut pas s'en cacher, ça existe. Qu'est-ce qui fait qu'un trappeur, est meilleur que l'autre? Ben, moi, je pense que au début, c'est une passion. Oui, sûrement. Peut-être, c'est un peu comme dans n'importe quel sport, il faut que tu aies la passion d'aimer trapper ces choses-là. Moi, ça fait une trentaine d'années. Une chose qui est bien importante aussi, je pense que c'est l'expérience. L'expérience que ce soit dans la vie, dans n'importe quoi. Il faut avoir de l'expérience pour être capable de pratiquer cette chose-là. C'est sûr que tu as des gens qui vont suivre des formations plus spécialisées, parce que le cours de piégeur, parce qu'il existe un cours de piégeur au Québec. Oui, justement, on va en parler tantôt. C'est qu'il faut que tu sois formé pour ces choses-là. Puis, de plus en plus, là, les gens là, commencent là, à s'intéresser de plus en plus. Mais pour moi, là, ce qui est bien important, il faut que tu aies la passion de choses. Puis ensuite de ça, une autre chose aussi qui est bien important, quand on fait du piégeur, c'est de ne pas faire souffrir les bêtes. Beaucoup de gens pensent encore qu'on fait souffrir les bêtes. Ça, oui, ça, M. Gauthier, là, j'aimerais ça qu'on en parle. Même, vous nous emmenez sur le sujet, là. Puis, on va terminer là, avec... c'est une passion. Puis quand on est passionné pour son métier, on ne peut faire autrement que d'être bon. C'est aussi simple que ça. Exactement. Exactement. Même, comme je viens de dire, on va suivre des spécialisations ou quoi que ce soit. Tu as des trappeurs qui vont se spécialiser sur certaines espèces. Exemple, le castor. Oui, c'est facile de pogner du castor, mais de tout prendre les castors quand ils sont nuisibles, ça, c'est un autre paire de manches, comme on peut dire. Tu as des gens qui vont se spécialiser sur les canidés. Quand on parle des canidés, on parle du renard, on parle du loup, on parle du coyote, on parle du lynx. Si on parle du loup, il n'y a pas aucune espèce, ça n'a pas de prédateur, sauf l'être humain, qu'on peut régulariser. Si à un moment donné, il vient trop d'espèces, il en vient trop ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de prédateur. Il n'y a rien qui s'attaque à des loups. Ben voyons donc. Ça n'a aucun prédateur, sauf là. Ah, ben là, vous m'en apprenez une. Exactement. Ah oui, ça veut dire que le loup, c'est le maître. Exactement. C'est le haut, il est en haut là, on de la pyramide. De coyote, là. Non. On parle vraiment du loup, des bandes de loups, ces choses-là. Je prenais justement, il n'y a pas longtemps, le parc Yellowstone aux États-Unis. Oui. Il avait éliminé le loup et puis ils l'ont réintroduit parce que le loup fait un équilibre. Ils sont aperçus que le wapiti avait des problèmes à se repeupler par rapport que, à un moment donné, il en venait trop. Il y en avait trop, puis il n'y avait plus de verdure pour les nourrir. Ah, ouais. Puis le loup, à part que le grizzly un peu, qui faisait de la prédation, ils sont aperçus que c'était pas assez. Donc, ils ont réintroduit le loup. Puis depuis que le loup est réintroduit, il disait, dans le dernier reportage que j'ai pris, il y avait 2 meutes majeures. Il y en avait une qui comptait 21 loups. Et puis les autres, là, depuis que les autres choses, ça avait comme rééquilibré la nature. La nature, c'est bien fait. Oui, c'est vrai qu'elle est bien faite. Oui. Mais, fait que ça, M. Gauthier, ça veut dire que le loup, c'est le maître. Exactement. Le loup n'a pas de prédateur.
Le loup n'a pas de prédateur, comme l'ours n'a pas de prédateur. OK. L'ours, c'est une autre espèce qui n'a pas de prédateur. Je n'en connais pas, moi, il y a des animaux qui s'attaquent à un ours. Ah, Je prenais encore un autre reporter en Alaska. OK. C'est un autre problème parce qu'on peut trapper l'ours. Oui. En Alaska, je prenais un reportage, ça fait pas longtemps, peut-être un an et demi. Il disait que, eux autres, c'est le grizzly qu'il y a là. 100% des jeunes orignaux qui viennent au monde sont tués par les grizzlies. Donc, ça veut dire que la population d'orignaux est vieillissante, puis OK. elle grossit pas 100%. J'en revenais pas, Ah, j'en oui. croyais pas. Le gars l'a répété, 100%. Il y Donc, en ils a sont avec 25, ils sont morts. C'est en plein C'est ça. aussi simple que ça. C'est en plein ça. Ils sont avec un gros problème. C'est quoi qu'on fait pour rééquilibrer ces choses-là? Si on en revient au loup, M. Gauthier, est-ce que, étant le maître, bon, si on peut s'exprimer ainsi, étant le maître, le loup, est-ce qu'il est difficile à piéger d'abord à ce moment-là? Oui. Ça, c'est un animal, il est rusé comme un renard. C'est rien de prendre un renard comparativement à un loup. Ah oui? Le loup, on peut le piéger de deux façons, soit par un piège, le poigner par une patte, ou on peut le poigner par un collet, par le cou, qui va s'étouffer, ces choses-là. Encore là, le loup, lui, il ne te permet pas une erreur. Si tu fais une erreur, c'est sûr que tu ne le prendras pas à la place que tu l'as essayé. C'est mieux de mettre un X puis de changer de place parce que... OK. Donnez-moi l'exemple d'une erreur que vous pourriez faire qui va faire que vous ne prendrez pas le loup. Ben, je vais vous conter une anecdote qui m'est arrivée, que j'ai vécue personnellement. Dans mes débuts, quand j'ai commencé à piéger, moi, le loup, ça me fascinait. C'est une bête qui me fascine parce qu'il y a une bonne hiérarchie là-dedans, puis ça m'a toujours fasciné. Donc, je me suis spécialisé un peu plus pour trapper le loup. Mais là, quand j'ai commencé, il y a 30 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se donner des conseils entre trappeurs. Il y a 30 ans, chaque trappeur gardait ses choses. C'était secret, puis... Exactement. Il y en a qui vont en dire un petit peu plus qu'un autre, mais en général, les gens gardaient le choses. Fait que moi, là, je faisais pas... Moi, le loup, je le prends en grosse majorité au collet. OK. Mais je tendais un collet, un wire d'acier, là, puis je tendais ça là comme ça. J'arrive, il y avait tombé une petite neige, à peu près 2-3 pouces de neige. J'avais fait un enclos, puis j'arrive là, des belles pistes de loup, puis tout ça. J'arrive à mon premier collet, les pistes de loup continuaient. Puis j'arrive à mon collet, ça avait reviré de bord. Les deux pas de loup en dessous du collet. Donc, je me suis dit, si les deux pas étaient en dessous, ça veut dire qu'il y avait la tête dans le collet. Donc, s'il y avait la tête passée, puis qu'il ne s'était pas pogné, ça veut dire qu'il ne l'avait pas vu. Mais pourquoi? Il a reculé, puis il s'est en allé. Pourquoi? Je demandais à des vieux trappeurs ces choses-là. J'ai frappé un trappeur du Témiscamingue, que lui, il m'a dit, tu sais pas pourquoi? Je lui ai dit non. Il m'a demandé si je cirais et puis si je bouillais mes collets. Je lui ai dit non. Il dit, c'est en plein ça. Il dit, le loup a rentré dans le collet, parce qu'il dit, s'il y avait les pas en dessous, parce qu'il ne l'a pas vu. C'est ça, OK. Mais il a rentré dans le collet. C'est sûr qu'un loup, pour lui, un lunch, c'est jamais gratis. Donc, plus qu'il va se rapprocher d'un appât, plus qu'il va être méfiant. Donc, il marchait plus tranquillement. Il a rentré la tête dans le collet. Puis, c'est une barrure, nous autres, qui descend sur un sens, mais qui ne remonte pas. Puis, probablement que le loup, pas probablement, c'est sûr que lui, quand il est rentré, le collet a fermé, mais le loup a entendu la barrure glisser sur le petit wire de fer. Donc, il a arrêté. Il a reculé. À partir de là, je me suis mis à cirer, puis à coller, c'est-à-dire à bouillir, puis cirer mes collets. À partir de là, c'était fini. Ah ben, mon Dieu Seigneur. C'est vraiment quelque chose, là... c'est vraiment oui, spécial. Exactement, exactement. Moi, si je vous demandais, c'est quel animal sauvage est entre parenthèses, le plus facile à piéger? Le plus innocent, tu sais, parce que probablement qu'il y en a aussi dans ça là, qui... Oui. Ce qui est facile à piéger, on a la marde d'Amérique, ici qu'on a en bonne quantité. Marde d'Amérique, on met une boîte là, sur un arbre avec un appât et puis un piège, puis si elle passe dans le coin, elle va aller fouiner, puis c'est certain qu'on va la prendre. Le lynx, même si c'est un carnivore, c'est pas terriblement méfiant.
C'est un animal que c'est curieux. C'est un peu comme un chat, mais ça fait partie de la famille Oui, des chats. c'est comme un chat. Puis, oui. chez lui, c'est quand il va apercevoir quelque chose, c'est qu'il met on appelle ça un leurre, quelque chose de visuel qui va l'attirer, qui va aller voir. Puis s'il voit un appât, soit qu'on met un morceau de castor ou qu'on met un lièvre l'hiver, et il se nourrit à la grande majorité de... Il prêtera pas attention. Il y a un appât, il va y aller. Contrairement au loup, comme on disait, le coyote puis le renard sont plus méfiants un peu. OK. C'est peut-être les deux espèces, là, la marque puis le lynx, puis le castor. C'est pas quelque chose qui est bien dur non plus à attraper. Moi, je veux en revenir aux pièges. Parce que les pièges, là, on en a parlé tous les deux, puis j'aimerais ça qu'on revienne sur ça, parce que les gens, des fois, sont portés à dire « Ah, le trappeur, ça, c'est des gars qui maganent les animaux. C'est des gars qui ils vont couper la patte d'un renard, puis le renard va s'enfuir, puis il va aller mourir au bout de son sang, puis tout ça. » Monsieur Gauthier, j'ai assisté, moi, à des salons de trappage, on s'est vu là même. Puis les pièges aujourd'hui ne sont vraiment plus ce qu'ils étaient. Il y a même juste 10 ans passés, 10, 12, 15 ans passés, c'est vrai qu'on avait des gros pièges en métal, puis paf, puis là on pouvait couper la patte d'un animal. C'est plus ça aujourd'hui. Non, exactement, Gaby. Aujourd'hui, on est très, très, très réglementé sur les pièges. Les gens peuvent aller voir sur le site du ministère les pièges qui sont autorisés aujourd'hui. Ils ont passé des tests. C'était fait en enclos, au Manitoba. Les manufacturiers de pièges, quand cette norme-là est apparue, il y en a beaucoup qui trouvaient quelque chose parce que tu as des compagnies de pièges qui fabriquent 10 pièges. 10 sortes de pièges différents pour différentes espèces. Okay. Et puis, chaque piège lui coûtait 25 000 à faire certifier. Aujourd'hui, ça nous prend des pièges qui sont certifiés. Si on utilise des anciens pièges qui ne sont pas certifiés, les agents de conservation peuvent nous donner une infraction parce qu'on n'a pas utilisé le bon piège pour la bonne espèce ou ces choses-là. Okay. Mais les trappeurs aujourd'hui sont de plus en plus sensibilisés, par exemple, à ça. Quand on donne de la formation, on le dit. Au niveau trappeur, de bien s'informer, puis de vérifier les pièges qu'ils vont acheter, qui soient certifiés, puis qui sont dans la liste des pièges qui sont recommandés pour trapper. Quand on préparait l'émission, M. Gauthier, il y a une chose qui m'avait frappé, puis vous m'avez dit, oui, Gaby, c'est rendu comme ça. Maintenant, il y a des cours de piégeage obligatoires. Ça, obligatoire pour avoir le droit de trapper, pour avoir sa carte de trappeur, je présume. Ça prend un cours obligatoire? Exactement. C'est la même chose. Ça fait partie de la fameuse carte que le ministère émet lorsqu'on suit un cours de maniement d'armes à feu, un cours d'arc, un cours d'arbalète. Le piégeage va sur la même carte. Les gens qui suivent le cours reçoivent le certificat du chasseur, du piégeur. Okay. Et puis, la lettre P, elle est indiquée dessus, qui veut dire que c'est piégeage, puis que la personne a suivi le cours, puis qui a répondu aux exigences que le cours demandait ou quoi que ce soit. C'est rendu obligatoire maintenant. Exactement. Depuis 1987, on est la seule province au Canada qui donne un cours de piégage. Puis je peux vous dire que en tant que formateur, parce que je donne des cours de piégage. Vous donnez des cours parce depuis 1997 que je donne des cours, et puis qu'on a un cours qui est très bien fait. Aujourd'hui, les gens qui partent en forêt, après avoir suivi le cours pour piéger, ont déjà une bonne base, chose qu'on n'avait pas quand j'ai commencé il y a 30 ans. Donc, en partant, c'est déjà quelque chose qui est un plus pour les trappeurs de ne pas faire souffrir les bêtes ou ces choses-là. C'est pas le but du piégeage. En 2014, quelle sorte d'année de piégeage ça a été? Est-ce que c'était une bonne année? C'était moins bonne? Parce que des fois, on jase avec les trappeurs, ils disent « Ah, cette année, c'est pas bon, peu importe les raisons. » C'était quoi en 2014? Cette année, à date, moi, pour avoir parlé avec bien des trappeurs, puis l'avoir fait, ça a été une année assez difficile au niveau de la température, puis le marché cette année, c'est peut-être,
Moi, j'ai toujours comme principe, il n'arrive rien pour rien dans la vie. Probablement que la température cette année va aider. Les trappeurs vont avoir moins trappé, donc il va y avoir moins de fourrures qui vont se retrouver sur les marchés. Cette année, les marchés de la fourrure depuis l'année passée ont beaucoup baissé parce que nous autres, le Canada, on exporte 90% de la fourrure sauvage est exportée dans d'autres pays. C'est surtout les Asiatiques, la Chine, l'Inde, la Russie là, aussi qui achètent gros la fourrure canadienne parce qu'on a le climat. On est un peu favorisé par rapport à ça. On a beaucoup d'espèces aussi. Le temps du piégeage, c'est quand? Parce que est-ce qu'il y a différentes périodes durant l'année ou bien non? Je sais qu'on entend parler beaucoup au printemps. On entend parler. Est-ce que l'automne et l'hiver? Là, on est en hiver là, actuellement. Est-ce que le piégeage en hiver est aussi bon qu'au printemps ou la saison de piégeage, c'est du 18 octobre. La plupart des espèces aller à la fin février, 28 de février. Et puis, on a le castor qui se prolonge jusqu'au 31 mars. Puis, on a le remusqué qui va jusqu'à la mi-avril. Ensuite de ça, on a la période de piégeage pour l'ours noir qui est du 15 de mai au 30 juin. Le restant, après ça, de l'année, il n'y a pas de saison. Durant l'été, la plupart des espèces vont élever le petit. Et puis, c'est la période de mutation là, que les bêtes perdent tout le poil, puis il n'y aurait pas de valeur commerciale, là, mettons, pour la fourrure. Mais en général, les gens vont trapper beaucoup. Comme à ce temps-ci, il y a beaucoup de gens qui ont fini de piéger parce que, ça dépend toujours de la température, ces choses-là, puis la plupart des espèces que les gens ont dans le coin pour piéger, ils ont pris ce qu'il y avait à prendre et puis À peine une minute, M. Gauthier. La fourrure, est-ce qu'elle se vend bien? Le prix est-il abordable? C'est une autre chose que cette année. Disons que les gens, les trappeurs, j'ai bien l'impression, parce que ça a commencé l'année passée, vont être déçus des prix parce que avoir vérifié un petit peu auprès des compagnies d'encan, des acheteurs de fourrure, le prix cette année pour le castor, en moyenne, devrait être entre 13 et 15 $. Donc, c'est pas beaucoup pour l'ouvrage que ça donne. C'est pas beaucoup, exactement. Monsieur Gauthier, merci. C'est toujours très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Puis, et bonne saison de piège. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On en voit beaucoup. Et surtout, on tente de les garder le plus possible. Ce sont les croix de chemin. Et elles sont là pour rester. Alors, j'en discute avec le chevalier de Colomb du 4e degré de l'Assemblée 1661 Lassar, M. Michel Langevin. M. Langevin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Langevin. C'est très gentil à vous. Ça me fait plaisir. Monsieur Langevin, moi, quand j'ai vu ça, parce que on se promène beaucoup, puis, mon Dieu, qu'on envoie des croix de chemin encore, puis on ne veut pas les défaire. On ne veut pas. C'est le contraire. On veut le plus possible les revamper, les mettre plus belles, tout simplement, parce qu'il y en a qui... ils ont l'usure du temps, disons. Hein? Exactement. Et puis, mais moi, comme première question, j'aimerais vous demander, comment ce projet-là est venu? Dans les faits, ce projet-là est venu, nous terminions au 4e degré une aide financière à la prêtrise avec un jeune prêtre qui finissait ses études et notre révérend, notre aumônier, celui qui agit à titre d'aumônier à l'Assemblée 1661 du 4e degré, qui est Jean-Guy Trudel, nous est arrivé avec une proposition de revamper, de reniper, si on veut, les croix de chemin.
Parce que Sir Trudel voyage quand même passablement au travers. OK, là, on parle là, on parle de l'abbé Jean-Guy Trudel. L'abbé Jean-Guy Trudel, qui est un de exactement. mes grands copains, en plus de ça. Oui. L'ami Jean-Guy, oui. Exactement. Alors, c'est Donc, il voyage beaucoup au Oui, travers c'est- les paroisses pour aller autobus faire scolaire, les messes, hein, fait que c'est ça. exactement, autobus scolaire, OK. et, pour aller faire les célébrations. Et il avait remarqué quand même depuis plusieurs années que plusieurs croix de chemin étaient en L'usure du temps était l'usure là, du comme on temps, dit. décrépitude. Même certaines étaient presque tombées à terre. Donc, il nous est arrivé avec une proposition auprès du 4e degré de rénover ces croix de chemin-là. Et on a pris ça au début avec un petit peu avec un grain de sel parce qu'on voyait l'ampleur du travail comme une grosse montagne. Finalement, à force on en a discuté à l'intérieur du groupe, on a fait sortir l'inventaire des croix de chemin qui existaient en Abitibi-Ouest, quel était leur état. Et on a décidé d'embarquer, de former un comité, d'embarquer dans le projet et de mettre des sous là-dedans, d'investir un petit peu là-dedans pour reniper toutes les croix de chemin. La question que j'aimerais vous poser, d'abord, il en existe combien en Abitibi-Ouest des croix de chemin selon l'inventaire? En Abitibi-Ouest, il existe 52 croix de chemin, à peu près dans toutes les paroisses. Puis même que dans certaines paroisses, il y en a voire même 2 ou 3 par paroisse. Oui. Fait qu'il y en aurait 52. Oui, Bon. il y en a 52 là-dedans. Une autre question que j'aimerais vous poser, M. Langevin, est celle-ci. Vous parlez toujours du 4e degré. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ordre des chevaliers de colon. Oui. Il y a les degrés 1, 2, 3, que lorsque nous entrons chevalier de colon, on passe les degrés 1, 2, 3. Exact. Moi, j'en suis un qui est 3e degré. Exact. Il y a le 4e degré. Lui, il est un peu spécial. J'aimerais juste que vous fassiez une parenthèse, là, très vite faite, pour expliquer qu'est-ce que le 4e degré. On voit que vous êtes habillé comme un chevalier du 4e degré. Il manque votre beau gros chapeau, là, mais seulement que c'est quoi le 4e degré? Le 4e degré, en fait, c'est la visibilité de l'ordre des chevaliers de colon. OK. Le 4e degré est son mandat premier, c'est d'assurer la visibilité dans différents événements, que ce soit à l'église, que ce soit lors d'un mariage, de décès. Cérémonie spéciale. Cérémonie spéciale avec protocole. Donc, c'est le mandat premier. Et le but est aussi on est davantage, peut-être un petit peu plus près, les bras droits des prêtres, OK. auprès de l'Église. OK, c'est ça qui est le 4e degré, mais c'est certainement, là, je vais être un petit peu drôle, si vous me permettez, mais le 4e degré doit être moins difficile à passer que les 1, 2, 3, probablement. Énormément, énormément. On n'entrera pas à l'intérieur. C'est d'ailleurs une très, très belle journée. Oui. Et Oui, c'est sûr. la collation de 4e degré se fait en tuxedo. Oui, mais c'est très je vais juste en revenir juste quelques instants lorsque nous entrons chevalier de colon et que nous passons les degrés 1, 2 et 3. Moi, ça fait énormément d'années que je suis chevalier de colon, puis laissez-moi vous dire que c'est encore une des plus belles journées de ma vie. Et je vais m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours. Soyez assurés de ça. Et vous savez très bien de quoi je parle. Oui. Quelles sont, M. Langevin, les principales rénovations là, à Udois? Que vous en avez combien là, de faites actuellement? Présentement, on en a 2 de fait. OK. On a commencé le projet l'année dernière avec la rénovation de la croix de chemin de Villebois. Ah, OK. Donc, celle de Villebois était vraiment là, dans un piteux état. Tout ce qui restait, il y avait une bonne base de béton. OK. Avec, c'était une croix de chemin qui était faite en bois, avec poteau et croix. Et tout ce qui restait, il restait un poteau de corde à linge, si on veut. Les bras de la croix étaient tombés, il ne restait plus rien. OK. Donc, dans ce projet-là, on a, avec la fabrique de Villebois, il y a quelqu'un qui nous a proposé, il avait enlevé une croix qui était faite avec du gros métal, du gros fer, qui avait été enlevé dans un cimetière. Et eux autres, ils s'apprêtaient là, à l'envoyer à la ferraille ou presque. Donc, nous autres, on a récupéré cette croix-là.
On l'a renippé, on l'a sablé, on l'a mis des couches de peinture dessus et on l'a remis en place elle avait déjà une bonne base, par contre, une bonne base de béton et on l'a remis en place en ajoutant les éléments qui vont avec, soit le cœur, la lance et l'échelle. OK. Il y en a 52 en Abitibi-Ouest. Vous en avez 2 de fait. Ça veut dire qu'il en reste 50, mais sur les 50, il y en a qui ne seront pas à refaire. Ou parce qu'il y en a qui sont très belles. Il y a des paroissiens qui en ont arrangé déjà, j'en suis persuadé, parce qu'on voit qu'il y a des croix qui sont fraîchement peinturées puis qui sont fraîchement renippées, si vous me permettez l'expression. Alors, qui décide que, je ne sais pas moi, disons qu'en 2015, vous faites celle d'une municipalité donnée, OK? Qui va décider que c'est celle-là? Est-ce que la municipalité peut faire une demande au Chevalier de Colomb? Et vous fonctionnez comment à savoir quelle en 2015 que vous allez faire? D'abord, avec celle de Villebois, on a procédé avec celle-là parce c'était vraiment la pire des croix de chemin. Donc, vous avez déjà fait le tour, là? Pas au complet. Pas au complet, OK. Mais disons que c'est un travail qui va se faire éventuellement. On a, l'année passée, on a, à la demande de citoyens de Saint-Janvier de Chazelle, on en a refait une à Saint-Janvier. Elle, la croix était quand même en bon état. Tout ce qu'il fallait, c'était remettre une couche de peinture, remettre les accessoires qui vont normalement sur une croix, c'est-à-dire la lance, l'échelle et le cœur. Et ça a été fait l'année passée. Donc, les gens qui décident, on a formé un comité à l'intérieur de notre assemblée. Et le responsable du dossier est Sir Donat Saint-Arnaud, qui travaille évidemment avec Denis Giroux, le révérend Jean-Guy Trudel, Yvon Godbout et donc, eux autres, c'est lui, M. Saint-Arnaud, qui pilote le dossier. Dans un premier temps. Et on va voir ces croix de chemin-là et on décide, le comité suggère, l'Assemblée, dit, bon, on devrait faire celle-là plutôt qu'une autre. Parce que, moi, si je vous demandais qui peut participer à ça, vous parlez toujours du 4e degré et c'est correct. Maintenant, moi, j'en suis un du 3e degré. Si j'ai des temps libres, est-ce que je peux me joindre à vous autres pour... Absolument. Le 4e degré n'exclut jamais le 3e. Parce qu'avant tout, un 4e degré est d'abord 3e, au 3e. Et voilà, exactement, oui. Donc, parce que vous ne pouvez pas être 4e si vous n'êtes pas 3e. Absolument ça, pas. c'est sûr. Absolument pas. Donc, tous les bénévoles, parce qu'on a travaillé, par exemple, à Villebois avec des gens qui n'étaient pas même pas Chevalier de Colomb. On a eu de l'aide des bénévoles qui sont venus nous aider à lever la croix. Et c'est avec plaisir qu'on accepte. Nous autres, en fait, le mandat qu'on a pris, c'est de rénover les croix de chemin avec des bénévoles du 4e degré. Et on peut pas se fier strictement au 4e degré parce qu'on a beaucoup de personnes âgées également qui sont malades. Ça fait, puis, il y a un coût de rattacher à ça, c'est sûr. C'est sûr. Que c'est qui paie pour ces rénovations-là? Est-ce que ce sont les membres du 4e degré? Année jusqu'à date, ce sont les membres du 4e degré. On avait un petit peu d'argent d'accumuler. On prend de l'argent dans ces fonds-là pour acheter la peinture, acheter un petit peu de fer, acheter des choses pour la soudure. Mais si jamais on tombait dans des cas vraiment majeurs, que ça prenait des bases de béton, là, on va peut-être se tourner vers des commanditaires. Vers des commanditaires. Monsieur Langevin, merci beaucoup. Et puis, bravo à l'Ordre des Chevaliers de Colomb du 4e degré, Assemblée 1661 de la Serre. Continuez votre excellent travail. Puis, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là. Puis, bonne chance merci beaucoup. Dans ce beau projet, il faut le dire. Oui, Vraiment parce que les croix de chemin font partie du patrimoine religieux. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Merci beaucoup, Monsieur Langevin. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.